Croyez-vous vraiment connaître ce qui se cache dans l'obscurité de nos routes nationales? Des milliers de camionneurs disparaissent chaque année, dans des circonstances mystérieuses, et personne n'en parle. Les médias restent silencieux. Les autorités détournent le regard. J'ai recueilli les témoignages de 3 camionneurs qui ont osé briser le silence. 3 hommes ordinaires qui ont survécu à des rencontres avec l'inexplicable sur nos routes. Leurs histoires se recoupent d'une façon qui défie toute logique. Ce que ces hommes ont vécu pourrait vous arriver dès ce soir, sur cette même route que vous empruntez pour rentrer chez vous, derrière ce même autostoppeur qui vous fait signe au bord du chemin. Ces 3 récits vont non seulement vous terrifier, mais aussi vous offrir quelque chose de précieux, des clés pour survivre, si jamais vous vous retrouvez face à l'une de ces manifestations. Alors, installez-vous confortablement, assurez-vous que toutes vos lumières sont allumées, et préparez-vous à découvrir ce qui attend réellement dans l'ombre de nos routes. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. C'était un mardi pluvieux d'automne, et j'étais sur la route depuis presque 12 heures. Mon camion ronronnait doucement, alors que je traversais cette route déserte entre Lyon et Marseille. Vous savez, après tant d'années sur les routes, on développe une sorte de 6e sens. On reconnaît les endroits où l'on ne devrait pas s'arrêter, même si on ne saurait expliquer pourquoi. Mais cette fois-là, quelque chose a perturbé mon instinct. Quelque chose a changé le cours de mon histoire. Elle se tenait là, au bord de la route, une silhouette blanche comme un fantôme dans la lueur de mes phares. Une vieille dame, complètement trempée, avec un regard si doux que je n'ai pas hésité une seconde. « Montez, madame », lui ai-je dit en ouvrant la portière. Elle m'a souri, un sourire qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais il était tard, j'étais fatigué. Et parfois la fatigue nous fait ignorer ces petits signaux d'alarme que notre cerveau nous envoie. La pluie tombait fort cette nuit-là, comme si le ciel lui-même tentait de me prévenir. « Merci, mon petit », m'a-t-elle dit d'une voix douce comme du miel vieilli. « Je dois me rendre au prochain village. Ça fait si longtemps que j'attends. » Elle s'est installée sur le siège passager, ses vêtements blancs ne montrant aucune trace d'humidité, malgré la pluie battante. J'aurais dû le remarquer, bien sûr. Mais quand on conduit depuis aussi longtemps que moi, on a l'esprit qui divague. On pense à la maison, à sa famille, aux petites choses du quotidien. On ne pense pas à vérifier si les vêtements d'une vieille dame sont mouillés ou non. C'est ce genre de détails qui font toute la différence entre une soirée ordinaire et un cauchemar. « Vous êtes bien aimable », a-t-elle continué, pendant que je reprenais la route. De nos jours, les gens ont peur de s'arrêter. Ils filent tout droit, l'esprit ailleurs. Ses mains ridées fouillaient dans son sac, un vieux truc en tissu brodé qui semblait appartenir à une autre époque. « Je vais vous payer pour votre gentillesse. » Elle a sorti quelques pièces et les a déposées dans le porte-gobelet entre nous. Le son qu'elles ont fait en tombant n'était pas normal. Pas le tintement habituel du métal. C'était plus comme un murmure. Comme si ces pièces chuchotaient des secrets entre elles. La route défilait sous les roues de mon camion. Et notre conversation était agréable, presque réconfortante. Elle me parlait de sa vie d'avant, des traditions perdues, des villages qui n'existaient plus. Et moi, bêtement, je hochais la tête, fasciné par ces récits qui semblaient tout droit, sortis d'un livre d'histoire. À un moment, j'ai regardé l'horloge du tableau de bord. 23h47. Je me souviens de l'heure exacte, parce que c'est là que tout a basculé. J'ai tourné la tête pour lui poser une question, et mon cœur s'est arrêté. Le siège était vide. Mon premier réflexe a été de freiner brutalement. Le camion a dérapé légèrement sur la route mouillée,
mais j'ai réussi à garder le contrôle. Je me suis garé sur le côté, haletant, persuadé d'avoir perdu la tête. Comment avait-elle pu disparaître d'un camion roulant à 80 km/h? C'était impossible. J'ai allumé toutes les lumières de la cabine, cherchant une explication logique. Et c'est là que je les ai vues, brillant doucement dans le porte-gobelet. Les pièces, elles étaient toujours là, preuve que je n'avais pas halluciné. J'en ai pris une, l'examinant sous la lumière. Elle était ancienne, patinée par le temps, avec une date gravée. 1947. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine quand j'ai vu mon propre reflet dans le rétroviseur. Ce n'était pas mon reflet. Ou plutôt, ce n'était pas seulement mon reflet. Elle était là, assise derrière moi, son visage transformé en un masque de peau desséchée, ses yeux devenus depuis noirs sans fond. Sa bouche, autrefois douce, n'était plus qu'une fente tordue en un rictus monstrueux. « Merci pour la balade », a-t-elle murmuré, sa voix comme des feuilles mortes craquant sous les pieds. J'attends depuis 1947. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force de redémarrer le camion et de fuir cet endroit maudit. Tout ce dont je me souviens, c'est cette odeur qui a envahi la cabine. Une odeur de terre fraîchement retournée et de fleurs fanées depuis trop longtemps. L'odeur de la mort, lente et patiente. J'ai conduit comme un fou jusqu'à la prochaine station-service, espérant y trouver du réconfort dans la lumière artificielle et la présence d'autres humains. Mais même là, entouré de gens, je sentais son regard sur moi, comme si elle ne m'avait jamais vraiment quitté. Le lendemain matin, après une nuit blanche passée à trembler dans la couchette de mon camion, j'ai examiné les pièces plus attentivement. Elles dataient toutes de 1947, c'est vrai. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est ce que j'ai découvert au revers. Sur chacune d'elles était gravée une date différente, et l'une d'elles portait la date exacte de mon prochain voyage prévu. Comment était-ce possible? Qui était cette femme? Ces questions tournaient en boucle dans ma tête, me rendant presque fou. J'ai décidé de mener ma petite enquête, espérant trouver une explication rationnelle à tout ça. Mes recherches m'ont mené aux archives locales, où j'ai découvert un vieux journal daté de septembre 1947. L'article parlait d'une femme retrouvée morte au bord de la route, à l'endroit exact où j'avais pris en stop cette étrange passagère. Officiellement, elle attendait un bus qui n'est jamais venu, mais les rumeurs locales suggéraient qu'elle avait été assassinée. Son corps avait été découvert avec des pièces de monnaie placées sur ses yeux. Le journal mentionnait également que son meurtrier n'avait jamais été retrouvé. Était-ce la raison de son retour? Cherchait-elle vengeance? Ce qui m'a vraiment fait paniquer, c'est ce que j'ai découvert ensuite. En poursuivant mes recherches, j'ai trouvé d'autres histoires. Des histoires de chauffeurs qui avaient repris en stop une vieille dame en blanc le long de cette même route. Chacun d'eux était mort exactement 1 an après leur rencontre, retrouvé étranglé dans son lit avec d'anciennes pièces posées sur ses yeux fermés. 1 an, c'est le délai qu'elle m'avait accordé. 1 an avant qu'elle ne revienne me chercher, comme elle l'avait fait avec tous les autres. Si vous vous demandez comment je peux rester aussi calme en vous racontant ça, c'est parce que partager cette histoire me soulage un peu. Comme vous qui me suivez maintenant dans cette terreur, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez déjà ressenti cette présence glaciale. Et abonnez-vous pour ne jamais manquer les avertissements que je pourrais encore avoir le temps de partager avant que mon heure n'arrive. J'ai essayé d'oublier cette histoire, de me convaincre que ce n'était qu'une hallucination due à la fatigue. Mais chaque nuit,
Dans l'obscurité de ma chambre, je sens sa présence. Un poids sur le matelas à côté de moi. Une respiration qui n'est pas la mienne. Ma femme dit que je parle dans mon sommeil, mais ce n'est pas ma voix qu'elle entend. C'est une voix de vieille femme, craquelée et sèche comme du parchemin ancien, qui murmure des mots dans une langue oubliée. Un matin, mon petit-fils a trouvé l'une des pièces que je gardais dans un tiroir fermé à clé. Je ne sais pas comment elle est sortie de là. Il l'a touchée et a hurlé, disant qu'elle était glaciale, comme si elle sortait d'un congélateur. Quand je l'ai reprise, j'ai remarqué quelque chose qui n'y était pas avant. Une nouvelle date gravée dans le métal, la date de mon prochain voyage prévu à Bordeaux. C'est là que j'ai compris que je ne pourrais jamais lui échapper. Elle fait désormais partie de mon histoire, et moi de la sienne. Une histoire qui se répète inlassablement, comme une boucle temporelle dont je ne peux m'échapper. Hier soir, alors que je conduisais sur cette même route maudite, j'ai aperçu une silhouette au bord du chemin. Un homme cette fois, vêtu d'un uniforme de mécanicien. Son visage semblait brûlé, comme s'il avait survécu à un terrible incendie. Il m'a fait signe de m'arrêter, et pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'il tentait de me prévenir de quelque chose de bien pire que ce que j'avais déjà vécu. Mais je n'ai pas osé m'arrêter, pas cette fois. J'ai accéléré, laissant derrière moi cette nouvelle apparition. Pourtant, j'ai la terrible intuition que notre rencontre n'est que partie remise, que les routes de l'inexplicable finissent toujours par se croiser. Il y a des règles non écrites dans le métier de camionneur, des règles que l'on se transmet entre collègues autour d'un café brûlant dans ces relais routiers qui jalonnent nos parcours. L'une d'elles, peut-être la plus importante, c'est de ne jamais s'arrêter après minuit sur certaines routes, surtout pas sur la N7 entre Montélimar et Orange. Bien sûr, quand on est nouveau dans le métier, on prend ces histoires pour des légendes, des contes de vieux routiers qui s'ennuient. Mais moi, j'ai appris à mes dépens que certaines histoires sont bien réelles. Et celle que je vais vous raconter a changé ma vie à jamais. C'était en octobre dernier, une de ces nuits où le brouillard est si épais qu'on a l'impression de conduire dans du coton. J'étais en retard pour une livraison et la fatigue commençait à me gagner. Je me rappelle avoir augmenté le volume de la radio pour rester éveillé. Une vieille chanson de Johnny Hallyday passait, l'envie, et je chantais à tue-tête pour combattre le sommeil. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Un homme sur le bord de la route, faisant de grands signes avec une lampe torche. Un mécanicien, à en juger par sa combinaison bleue. Ma première réaction a été de ralentir. Quelque chose en moi me disait de m'arrêter, de l'aider. Après tout, qui sait ce qui avait pu lui arriver, seul sur cette route déserte en pleine nuit. Mais au dernier moment, je me suis souvenu de cette fameuse règle. Notre entreprise l'avait même rendue officielle. Aucun arrêt après minuit, sauf aux aires de repos désignés. J'ai donc accéléré, dépassant l'homme sans m'arrêter. Dans mon rétroviseur, j'ai vu sa silhouette disparaître dans le brouillard et j'ai ressenti un pincement de culpabilité. Et si c'était quelqu'un en danger réel? Quelques minutes plus tard, une odeur étrange a commencé à envahir ma cabine. Une odeur âcre, écœurante, de chair brûlée. J'ai vérifié mon moteur, pensant à une surchauffe, mais tous les voyants étaient au vert. J'ai baissé ma vitre pour aérer, mais l'odeur est devenue plus forte encore. C'était comme si elle venait de l'intérieur même du camion, de moi. La panique a commencé à monter. J'ai augmenté la climatisation au maximum, espérant chasser cette puanteur, mais rien n'y faisait. Elle s'accrochait à mes vêtements, à ma peau, s'infiltrant dans mes poumons
à chaque respiration. Je roulais depuis peut-être 10 minutes quand j'ai freiné brutalement. Là, devant moi, se tenait à nouveau le mécanicien, exactement dans la même posture, avec la même boîte à outils à ses pieds. C'était impossible. J'avais roulé à plus de 90 km/h. Il n'aurait jamais pu me devancer. Pourtant, c'était bien lui. Sauf que cette fois, dans la lumière crue de mes phares, j'ai pu voir que son uniforme était brûlé par endroits, révélant une peau rougie et boursouflée en dessous. La radio a soudain commencé à grésiller, crachant des parasites qui ressemblaient étrangement à des cris de douleur. J'ai contourné la silhouette, le cœur battant la chamade, les mains moites sur le volant. La radio s'est mise à émettre un son continu, comme un murmure insistant. « Arrête-toi, arrête-toi !» Je me suis convaincu que ce n'était que le fruit de mon imagination, exacerbée par la fatigue et cette odeur infernale qui ne me quittait pas. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de terrible était en train de se produire, quelque chose qui dépassait l'entendement. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, espérant distancer cette apparition et les sensations terrifiantes qu'elle provoquait en moi. C'est alors qu'il est apparu, au milieu de la route, surgissant de nulle part comme un spectre. Je n'ai pas eu le temps de freiner. Dans la lumière des phares, j'ai vu son visage. Ce n'était plus un visage humain, mais un masque fondu, déformé par les flammes. Ses yeux brillaient comme des braises, et un horrible sourire noir, fendait son visage calciné. Il a levé ses mains vers moi, des griffes carbonisées qui n'avaient ni plus rien d'humain. J'ai crié, j'ai braqué le volant pour l'éviter, mais c'était trop tard. Si vous voyez cette terreur, cette chose inhumaine, tendre ses griffes vers vous, n'hésitez pas à partager mon avertissement. Laissez un pouce bleu pour montrer que vous êtes vigilant. Commentez si vous avez déjà ressenti sa présence et suivez cette série de témoignages pour vous préparer à ce qui rôde sur nos routes. Au moment de l'impact, tout s'est éteint. Le moteur, les phares, les lumières du tableau de bord. Le camion s'est immobilisé dans un silence oppressant, me plongeant dans l'obscurité totale. Je n'osais plus bouger, figé par la terreur. Je savais qu'il était là, quelque part dans la nuit, attendant. Puis, j'ai entendu un bruit. Un coup contre ma vitre. Lentement, j'ai tourné la tête et j'ai hurlé. Son visage était collé contre la vitre, ses traits décomposés par le feu me fixant avec une intensité insoutenable. « Pourquoi ne t'es-tu pas arrêté ?» a-t-il demandé, sa voix semblable au crissement du métal brûlé. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Je me suis réveillé le lendemain matin, toujours dans mon camion, mais sur une aire de repos. Un chauffeur m'avait apparemment trouvé inconscient et avait appelé les secours. J'avais une migraine terrible et une confusion mentale que les médecins ont attribuée à un début d'intoxication au monoxyde de carbone. Une fuite dans la cabine, ont-ils dit. Une explication rationnelle, rassurante. Sauf que ça n'expliquait pas les marques sur mon bras droit. Des brûlures en forme d'empreintes de doigts. Comme si quelqu'un m'avait saisi avec une main en feu. Pendant ma convalescence, j'ai mené ma petite enquête. Internet regorge d'histoires étranges, mais très vite, j'ai trouvé ce que je cherchais. En 1986, un terrible accident s'était produit sur cette portion de route. Un bus scolaire avait pris feu après une collision. Le mécanicien qui passait par là s'était précipité pour sauver les passagers, réussissant à en extraire plusieurs avant que le bus n'explose, l'emportant avec lui. Les journaux de l'époque le décrivaient comme un héros. Les témoins racontaient l'avoir vu courir vers le bus en flammes, encore et encore, malgré ses vêtements qui commençaient à brûler. Depuis cette nuit-là, mon bras droit ne guérit pas. Les médecins sont perplexes,
face à ces brûlures qui semblent s'étendre lentement, comme si elles brûlaient de l'intérieur. Parfois, je me réveille en pleine nuit avec la sensation que mon bras est en feu. Dans mes cauchemars, j'entends sa voix qui me dit que je fais désormais partie de son histoire, que nous sommes liés, qu'il n'a pas fini de sauver des vies. Je me demande combien de chauffeurs comme moi portent sa marque. Combien d'entre nous ont ignoré un homme au bord de la route pour le retrouver ensuite dans leur cauchemar. Ce qui me terrifie le plus, ce sont les témoignages d'autres routiers que j'ai pu recueillir. Certains affirment avoir vu 2 silhouettes sur cette route maudite, celle du mécanicien et celle d'un homme en uniforme de chauffeur, avec un bras qui semble brûler de l'intérieur. Un homme qui, d'après leur description, me ressemble étrangement. Comment est-ce possible ? Est-ce que je suis en train de perdre la raison ? Ou est-ce que quelque chose de bien plus terrible est en train de se produire ? J'ai peur de connaître la réponse. Je continue de conduire, parce que c'est mon métier, parce que je dois nourrir ma famille. Mais chaque fois que je prends la route de nuit, je sens sa présence. Parfois, je surprends mon reflet dans le pare-brise, et pendant une fraction de seconde, ce n'est pas mon visage que je vois, mais le sien, déformé par les flammes. Les autres chauffeurs ont remarqué mon changement de comportement. Ils voient les cicatrices sur mon bras et murmurent dans mon dos. Certains refusent même de prendre la route avec moi, comme s'ils sentaient que quelque chose en moi n'est plus tout à fait humain. La semaine dernière, j'ai fait ce trajet de nouveau. Je ne voulais pas, mais mon patron a insisté. « C'est le chemin le plus court », a-t-il dit. « On n'a pas le temps pour tes superstitions. » J'ai accepté la mort dans l'âme. Sur la route, la nuit était claire, sans brouillard. Pendant un moment, j'ai cru que tout irait bien. Puis, j'ai senti cette odeur, cette insupportable odeur de chair brûlée. Ma radio s'est allumée toute seule, jouant l'envie de Johnny Hallyday, la même chanson que cette nuit-là. Et dans mon rétroviseur, j'ai vu une silhouette sur le siège passager. Mais ce n'était pas le mécanicien. C'était un vieil homme avec un regard étrangement calme. Il portait des vêtements démodés et tenait une carte d'identité usée entre ses doigts décharnés. Les routes ont bien changé depuis les années 70, m'a-t-il dit d'une voix qui sonnait comme un vieil enregistrement déformé. Le mécanicien à la peau brûlée m'avait marqué, mais cet homme dégageait quelque chose de différent, quelque chose d'ancien et de patient, comme si le temps lui-même s'était plié à sa volonté. Et j'ai compris que mon cauchemar ne faisait que commencer, que les routes de l'inexplicable sont bien plus nombreuses et terrifiantes que je ne l'imaginais. Je ne suis pas un homme superstitieux. 20 ans sur les routes m'ont appris à me méfier des humains, pas des fantômes. Pourtant, ce qui m'est arrivé sur la route entre Los Mochis et Culiacán défie toute logique. Cette histoire, je ne l'ai jamais racontée en entier, pas même à ma femme, pas même à mes collègues camionneurs. Comment leur faire comprendre que j'ai vécu une expérience qui a déchiré le tissu même de la réalité? Comment leur expliquer que j'ai rencontré un homme qui semblait exister à travers le temps, comme si les décennats n'étaient pour lui que des portes à franchir? C'était il y a 3 mois. Je conduisais de nuit, comme souvent. Les longues routes mexicaines sont plus supportables quand le soleil ne tape pas sur la cabine. La radio diffusait un vieux boléro, et je fredonnais distraitement tout en surveillant mon compteur. J'avais prévu de m'arrêter au prochain relais routier pour prendre un café, mais le destin en a décidé autrement. Il se tenait là, au bord de la route, un vieil homme avec une valise élimée. Son pouce levé indiquait clairement qu'il cherchait un transport. Normalement,
Je ne prends jamais d'autostoppeur. Trop risqué, surtout de nuit. Mais quelque chose dans son regard m'a poussé à ralentir. « Vous allez loin ?» lui ai-je demandé après avoir baissé ma vitre. Il a souri, révélant des dents jaunies par le temps. « Aussi loin que vous voudrez bien m'emmener », a-t-il répondu d'une voix étrangement mélodique. J'ai hésité un instant, puis j'ai déverrouillé la portière passager. Il est monté avec une agilité surprenante pour son âge, posant délicatement sa valise à ses pieds. « Merci, chauffeur, ça fait longtemps que j'attends quelqu'un comme vous. » Cette phrase aurait dû m'alerter, mais sur le moment, je n'y ai vu qu'une formule de politesse un peu désuète. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes. Il regardait fixement la route, comme hypnotisé par les lignes blanches qui défilaient sous nos phares. Puis sans prévenir, un épais brouillard s'est levé. Un brouillard anormal, verdâtre, qui semblait avaler la lumière de mes phares. J'ai ralenti, agrippant fermement le volant. « C'est étrange », ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour mon passager. Il s'est tourné vers moi, et j'ai remarqué que ses yeux semblaient m'en refléter une lumière qui n'existait pas dans la cabine. Les routes ont bien changé depuis les années 70, a-t-il dit. Sa voix avait changé aussi. Elle sonnait désormais comme un vieil enregistrement déformé, avec ses craquements caractéristiques des anciens vinyles. « Vous étiez chauffeur dans les années 70 ?» ai-je demandé, tentant de maintenir une conversation normale malgré l'étrangeté de la situation. Pour toute réponse, il a sorti de sa poche une carte plastifiée et me l'a tendue. C'était une ancienne carte de conducteur, jaunie et craquelée. J'y ai jeté un coup d'œil rapide, gardant un œil sur la route rendue presque invisible par le brouillard. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La photo sur la carte ne semblait pas fixe. L'homme qui y figurait bougeait subtilement, comme s'il tentait de s'échapper du papier, ses yeux roulant dans leurs orbites, sa bouche s'ouvrant et se fermant en un cri silencieux. J'ai lâché la carte comme si elle m'avait brûlé. Elle est tombée entre nous, sur le siège. Le brouillard s'est épaissi encore, et une odeur étrange a envahi la cabine. Une odeur de terre humide et de métal rouillé, comme celle d'un vieux cimetière après la pluie. J'ai essayé d'ouvrir ma vitre pour aérer, mais elle était bloquée. La panique a commencé à monter en moi. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. Mon passager restait étrangement calme, observant le brouillard, comme s'il y voyait des choses invisibles à mes yeux. C'est alors que mon camion a commencé à changer. Je l'ai senti avant de le voir. Le volant sous mes mains est devenu plus épais, plus lourd. Le siège s'est transformé, passant du tissu synthétique moderne à un vieux cuir craquelé. Les instruments numériques du tableau de bord se sont éteints un à un, remplacés par des cadrans analogiques aux aiguilles tremblotantes. Je conduisais toujours mon camion, mais ce n'était plus le même. C'était comme si le véhicule reculait dans le temps, retrouvant une version antérieure de lui-même. Si vous êtes en train de suivre mon récit, je vous conseille de laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer mon témoignage. Commentez si vous avez déjà ressenti cette terreur du temps qui se dérègle. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires de routiers confrontés à l'inexplicable qui hante nos routes. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je crié, perdant finalement mon calme. « Qu'est-ce que vous me faites ?» Le vieil homme a tourné lentement son visage vers moi. Son apparence aussi avait changé. Sa peau semblait plus lisse, moins ridée, comme si les années refluaient de son corps. « Vous souvenez-vous de l'accident ?» m'a-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête, confus. « Quel accident? De quoi parlez-vous » Il a souri tristement. « Ce n'est pas encore arrivé dans votre temps, mais ça arrivera, ça arrive toujours. »
Les vitres du camion se sont couvertes de buée, mais ce n'était pas de la condensation ordinaire. Des images se formaient sur le verre, comme projetées depuis l'extérieur. Des visages, des dizaines de visages de chauffeurs, leurs expressions figées dans la terreur. Certains me ressemblaient étrangement, comme des versions alternatives de moi-même. D'autres étaient complètement différents, mais tous partageaient la même horreur dans le regard. Et dans chaque scène, en arrière-plan, se tenait mon passager, observant, attendant. Certaines images montraient des accidents terribles, d'autres, des camions disparaissant dans un brouillard similaire à celui qui nous entourait maintenant. « Qui êtes-vous » ai-je murmuré, ma voix à peine audible, tant ma gorge était serrée par la peur. Il n'a pas répondu directement. À la place, il a pointé du doigt vers le sol de la cabine. J'ai baissé les yeux et j'ai vu avec horreur que le tapis de sol était en train de se transformer. Une substance sombre en suintait, formant des lettres, des noms, des dates. Une liste interminable qui semblait gravée dans le métal même du plancher. Et tout en bas de cette liste macabre, presque encore liquide, se trouvait mon propre nom, suivi d'une date, le jour après ma retraite prévue. La substance qui formait ces noms provenait de la carte d'identité du passager, qui semblait se dissoudre lentement, dégorgeant ce liquide noir comme de l'encre. J'étais paralysé par la terreur, incapable de lâcher le volant, incapable de freiner, incapable même de crier. Le brouillard s'est soudain intensifié, avalant complètement la route devant nous. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que nous ne roulions plus sur l'asphalte, mais que nous flottions dans un espace indéfini, sans haut ni bas, un lieu où le temps lui-même semblait se dissoudre, comme la carte de mon passager. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le brouillard s'est dissipé. La route est redevenue visible sous les phares de mon camion. Les instruments modernes sont réapparus sur le tableau de bord. Le volant a repris sa taille normale sous mes mains tremblantes. Et le siège passager était vide, comme s'il n'avait jamais été là. J'ai freiné brusquement, garant mon véhicule sur le bas-côté. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait briser mes côtes. Ma respiration était erratique et une sueur froide coulait le long de mon dos. Avais-je halluciné? Étais-je en train de perdre la raison? C'est alors que je l'ai vu. Sur le siège passager, là où il s'était assis, se trouvait sa carte d'identité, intacte. Je l'ai prise avec précaution, m'attendant presque à ce qu'elle se transforme en cette substance noire et visqueuse de mon hallucination. Mais elle est restée solide entre mes doigts. Je l'ai retournée et j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. La photo avait changé. Ce n'était plus le vieil homme, c'était moi, mon visage, mais avec des yeux qui n'étaient pas les miens, des yeux qui avaient vu trop de routes, trop de temps, trop d'horreur. Les jours suivants ont été un cauchemar éveillé. Des phénomènes étranges ont commencé à se produire autour de moi. Ma femme a été la première à le remarquer. « Ta voix est bizarre », m'a-t-elle dit un matin. « On dirait que plusieurs personnes parlent en même temps quand tu ouvres la bouche. » Mes collègues aussi ont commencé à m'éviter. « Tu as l'air différent », m'a dit l'un d'eux. « Comme si tu étais à la fois plus jeune et plus vieux. C'est perturbant. » Je me suis regardé dans le miroir ce soir-là, cherchant des signes de changement dans mon apparence. Ma peau semblait normale, mais mes yeux contenaient désormais quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'était pas là avant. J'ai tenté de me convaincre que tout cela n'était qu'une crise de fatigue, peut-être même un début de burn-out. Les longues heures sur la route peuvent jouer des tours à l'esprit le plus solide. Mais cette explication rationnelle
s'est effondré quand j'ai commencé à trouver des choses dans mon camion. Des choses qui n'auraient pas dû être là. Sous les sièges, dans la boîte à gants, dans mes affaires personnelles, les vieilles cartes d'identité de chauffeur. Des dizaines. Certaines dataient des années 40, d'autres étaient plus récentes. Mais toutes portaient la même date d'expiration. La date de mon dernier voyage. La date inscrite à côté de mon nom dans cette liste macabre que j'avais vue dans ma vision. Maintenant, chaque fois que je prends la route, je le sens qui m'observe. Pas seulement lui, mais tous ceux qui l'ont précédé, tous ceux qui le suivront. Quand je regarde dans mon rétroviseur, je ne vois plus seulement la route que je viens de parcourir. Je vois d'autres routes, d'autres époques, des bus et des camions d'un autre temps qui se meuvent dans un brouillard verdâtre. À leur volant, des chauffeurs qui me ressemblent étrangement, comme des variations sur un même thème. Ils me regardent, me saluant parfois d'un signe de tête avant de disparaître dans la brume du temps. Chaque nuit, dans mes rêves, le passager revient. Son visage change constamment, passant d'un jeune homme à un vieillard en quelques secondes, comme si le temps n'avait aucune emprise sur lui. « Tu feras bientôt partie de toutes les histoires », me murmure-t-il, « de tous les temps, de toutes les routes. » Je me réveille en sueur, avec le goût métallique de la terreur dans la bouche. Je ne sais pas ce qui m'attend au bout de cette route temporelle. Je ne sais pas ce que signifie cet accident dont il a parlé. Mais je sens que mon destin est déjà écrit, quelque part dans cette liste de noms qui s'allonge à chaque nouvelle victime du brouillard.